Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre ce matin. With the weather that is close to the monsoon at this time of the year. Étant donné la température dehors, le climat, c'est comme les moussons, je m'appelle Jean Lebel, directeur du programme de l'agriculture au CRDI, un des 4 domaines de programmation du centre. Et le centre, comme vous le savez, est une société de la couronne qui se voue au développement de capacités en matière de recherche dans les régions en développement du monde par le biais de subventions, d'institutions et de recherche directement dans ces régions, et ce depuis 42 ans maintenant. Aujourd'hui, notre conférencière nous arrive de l'Université de Washington, Rachel Nugent. Elle nous parlera des liens entre l'agriculture, l'environnement, la nutrition et la santé. Rachel est économiste, elle a été formée comme économiste. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au sommet mondial sur le développement durable en 2002, et à ce moment-là, Rachel était au Fogarty International Center du NIH. Elle gérait les programmes environnementaux et de santé. Elle a établi des liens avec nous par le truchement de nos programmes, et auparavant, elle était à l'Organisation de l'agriculture mondiale. Elle travaillait dans le domaine de l'agriculture urbaine. Ensuite, elle est passée, elle travaille au bureau Population Reference Bureau à partir de Washington, ainsi qu'au Center for Global Development, oui. Center for Global Development, où elle dirige l'initiative Demographics and Development, et plus récemment, elle est devenue professeure agrégée à l'Université Washington aux États-Unis. Elle m'a appelé l'année dernière et au Chicago Council on Global Affairs, qui est très bien connu. C'est un institut de réflexion très bien connu aux États-Unis qui se charge de recherche indépendante sur les dossiers clés. Il y a un groupe qui se penche sur l'agriculture. On a demandé à Rachel de rédiger un rapport et d'inviter les gens à l'aider avec son rapport afin de préciser les paramètres et de faire la révision. Et c'est un plaisir de faire partie de cette équipe. J'en faisais partie. Il y a quelques copies de son rapport qui s'y retrouvent, qui est aussi disponible en PDF. Et si vous voulez une copie papier, laissez-moi votre nom et je vous en enverrai une. Le rapport faisait le point sur la situation en ce qui concerne l'agriculture par rapport à la nutrition et la santé. Ce sont des mondes qui ne communiquaient pas nécessairement entre eux, qui a indiqué que l'agriculture pouvait jouer un rôle dans le domaine de la prévention des maladies non transmissibles. C'est tout aussi important d'étudier cette question. Comme elle vous expliquera, nous ne sommes pas nécessairement, nous ne passons pas de maladies transmissibles à non transmissibles, mais à plusieurs endroits du monde. Les deux coexistent. Et si nous n'étudions pas ces conditions de santé, nous risquons de moins progresser dans le monde en développement en ce qui concerne la nutrition, l'agriculture et la santé. Sans plus tarder, je vais demander à Rachel de prendre la parole, de nous parler de certains des éléments clés de ce rapport, et elle nous adressera la parole pendant une trentaine de minutes, 35 minutes. Ensuite, nous passerons aux questions. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux personnes qui écoutent sur le web et qui participent pleinement à la conversation. Vous aurez droit de parole, vous pourrez poser vos questions, nous aurons un animateur, nous pourrons lire vos questions et Rachel y répondra. Merci donc d'être des nôtres ce matin. Sans plus tarder, Rachel, bienvenue, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean. C'est un plaisir de me retrouver ici, étant donné notre relation de longue date où nous avons échangé plusieurs idées au sujet de la santé, de l'environnement, du développement et de ce que nous pouvons faire. J'admire énormément ce qui se fait ici au CRDI, à l'ACDI et d'autres organisations ici à Ottawa, dans le siège social est ici. J'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec plusieurs organisations
coopération canadienne au fil des ans et maintenant, Washington State, je suis voisin en quelque sorte et cette proximité me plaît. C'est une belle salle, mais c'est très vaste. Si je tourne la tête d'un côté et de l'autre, vous me pardonnerez parce que j'aime bien voir mon public, mais je reconnais que vous êtes ici, que vous êtes aussi sur le web. Jean m'a présenté, mais je dois vous dire que lorsque le Chicago Council m'a appelé cette année pour me demander d'examiner les questions reliées à l'agriculture, le système alimentaire et les maladies non transmissibles, que cela faisait partie de la réflexion au sujet de la réunion des Nations Unies qui a eu lieu, de haut niveau, qui a eu lieu en septembre de l'année dernière. J'étais très heureuse en dépit du fait que je venais d'accepter un nouveau poste à l'Université de Washington et que j'avais des dossiers à régler de mon ancien poste. J'ai accepté, je n'ai pas regretté, même si ça a été une année bien affairée, parce que j'ai pu jumeler des choses qui sont bien importantes, le travail dans le domaine de l'agriculture que je faisais avant d'aller au LIH et le travail que je fais maintenant depuis plus d'une décennie. Et je crois réellement que l'occasion est belle pour nous maintenant, qui œuvrons dans ce secteur, de penser sinon à un mariage, mais une meilleure cohabitation entre les deux, afin de faire avancer certains de nos objectifs dans ces secteurs, puisque c'est un sujet vaste. Cela pose des risques. On peut parler seulement de façon trop générale, de dire des choses que tout le monde a déjà entendues. Je ferai de mon mieux pour ne pas le faire. Et il se peut que je provoque, et c'est intentionnel de ma part, je vais remettre en question nos hypothèses. J'ai deux objectifs, donc aujourd'hui. Le premier est de dire quelque chose qui va vous toucher le travail que vous faites, quelque chose qui vous tient à cœur. Et en deuxième lieu, c'est de dire quelque chose qui vous étonnera ou qui est nouveau pour vous. C'est une nouvelle chose à laquelle vous pourrez réfléchir. Voilà de quoi j'ai l'intention de vous parler. D'abord, l'histoire de la recherche, l'agriculture, la santé, la politique et la recherche. Ensuite, je vous parlerai des maladies non transmissibles. Il y a des gens dans la salle qui sont probablement experts en la matière, mais parce que j'essaie de relier différents thèmes, je vais vous donner suffisamment d'informations pour que cela vous importe, parce que souvent les gens dans le monde du développement ne voient pas pourquoi ils doivent se préoccuper des maladies non transmissibles. Ensuite, je parlerai de certaines des grandes tendances, très brièvement, certaines des tendances ou intersections entre l'agriculture, la santé et la recherche, et pourquoi c'est important comme toile de fond. Il y a beaucoup de conversations dans le domaine de l'agriculture et de la nutrition et la santé, ses liens, l'environnement, bien sûr, en ligne de compte, le changement climatique. Et les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Alors, je veux bien préciser, mais mon intérêt à moi, pourquoi je l'ai fait, ce que nous pouvons y faire, ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'agriculture et la santé. Qu'est-ce que l'agriculture peut contribuer pour aider à régler des problèmes de santé, surtout des maladies non transmissibles dans les pays en développement? Il ne faut pas que ce soit votre domaine d'intérêt en particulier, mais j'espère qu'il y aura, que nous aurons une discussion fructueuse. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent travailler sur les liens entre la nutrition et l'agriculture. L'AGDI et d'autres ici ont fait de bons travaux, qu'on a utilisé ce chevauchement pour essayer de déterminer comment en arriver à la santé. Ensuite, nous examinerons de près ces liens. Je parlerai de façon plus précise de l'agriculture. Je ne parlerai pas beaucoup de santé et de nutrition, mais je vais essayer de profiter des occasions qui existent pour apporter des changements dans le domaine de l'agriculture afin de mieux établir ces liens. Et enfin, je parlerai de recherche, puisque nous sommes une organisation vouée à la recherche. Il y a toujours plus de recherche, de besoins en recherche. Et je vais vous donner un petit avant-goût des recommandations de ce rapport qui sont affichées sur le web, bien sûr. Il y a énormément de recommandations. Je ne suis pas ici pour vous en parler comme tel, mais plutôt pour discuter avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici
aussi une chaîne des liens qui relie l'agriculture, la nutrition et la santé. Un petit tableau dans la salle, vous le savez un peu, lorsqu'on parle de l'agriculture, la nutrition et la santé, votre conceptualisation est tout aussi bonne que la mienne. Cependant, je croyais que c'était bon d'en tenir compte. Alors, les liens sont simples. Agriculture et production alimentaire déterminent ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons a des incidences sur notre santé. La consommation des aliments découle de plusieurs facteurs. La qualité, la quantité de ce que nous mangeons, diversité des aliments, habitudes culturelles, le coût, ce que l'on peut se payer. Et il y en a d'autres. En fait, c'est une version fort simple. Il y a la génétique, épigénétique, facteurs environnementaux. On pourrait faire en sorte que ce tableau soit très complexe, mais ce n'est pas mon objectif de parler de tout. Mon objectif, c'est tout simplement que ce que nous mangeons est un des plus, sinon l'influence la plus importante sur la santé. À titre d'individu, nous faisons énormément de choix relativement à notre santé en fonction de ce que nous mangeons. L'environnement autour de nous influence ce que nous mangeons, puis on ne peut tout contrôler en matière d'environnement. Nous ne pouvons pas modifier notre régime alimentaire seul pour changer notre santé. Voilà, on doit tenir compte de ces différents facteurs et nous avons besoin d'aide du secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Le lien au développement, très brièvement, je vous donnerai quelques exemples plus tard. Dans les pays les plus pauvres, comme on le sait, l'agriculture est le moteur de l'économie et souvent, nous supposons, et ce qui est révélé par les recherches empiriques, c'est au fur et à mesure que le développement se fait, que les revenus per capita augmentent, la santé augmente. Il y a une transition épidémiologique lorsque les pays deviennent moins pauvres, mais ce n'est pas garanti et nous savons, depuis le rapport du développement mondial 93 et ce rapport sur la macroéconomie, qu'il y a une double causalité, que la santé crée également le développement. Nous devons comprendre ce nouveau phénomène qui existe, les maladies non transmissibles et le rôle dans notre paradigme ou notre point de vue comment la santé touche le développement. Et je n'ai pas encore de preuves empiriques, c'est probablement trop tôt, que les maladies non transmissibles ce ne sont pas comme les maladies infectieuses par rapport au développement, le rapport avec le développement et les rapports, on doit mieux comprendre ce rapport et comment les maladies non transmissibles se retrouvent dans les populations pauvres et contribuent à la pauvreté également. Causes et conséquences donc de la pauvreté que nous devons bien comprendre. Je passe historique de l'agriculture, aliments et santé et trois étapes. D'abord, la première génération de recherche en agriculture, santé et on met l'accent sur l'agriculture et les aliments, salubrité pour les aliments, exposition aux pesticides, par exemple, des menaces aiguës, l'ESB, H1N1, les résidus alimentaires. Il y a d'excellents travaux qui ont été faits, y compris de la part du CRDI, le Dr. Labelle également. Mais, somme toute, cela comprend un petit nombre de chercheurs, un petit nombre d'études. Et de plus, il y a eu recherche qui a été faite dans le domaine de la recherche, la nutrition et la santé, l'impact de la nutrition, surtout pour l'enfance précoce et les interventions sur le développement cognitif, d'autres types de résultats sur la santé. Une excellente recherche. Souvent, on étudie les interventions micronutriments, mais qui ne se rapportent pas nécessairement à l'agriculture ou les résultats plus vastes en matière de l'agriculture. Ce que j'appelle la deuxième génération, c'est le CGIA et il y a eu une nutrition de façon plus précise au PRI et d'excellents travaux qui ont été faits assez vastes, mais n'a pas établi de lien entre les différents secteurs qui entrent en ligne de compte. Ce n'était pas très bien financé. Ce travail s'est fait au début des années 2000. On a produit différents résumés. Certains des centres des CGIR y étaient, les programmes du CRDI. En fait, le travail qui se faisait était excellent, mais non pas ce que j'appelle, ça n'a vraiment, on n'a pas réussi à lancer le troisième génération, débuté avec la conférence à New
New Delhi, qui était parrainé par l'IFPRI, où il y avait plusieurs autres également, la Banque mondiale. Et c'était un peu moins d'il y a un an. C'était une très grande conférence. Il y avait 8 communications importantes, 21 résumés. Il y avait un peu de tout là-dedans. Et c'était très utile. Des douzaines de thèmes, 900 plus participants. Et cela a commencé à changer la conversation. Et maintenant, nous pouvons tabler sur ces acquis. Il y a eu des événements depuis là qui l'ont fait. Et nous voulons rester sur notre élan. Que peut-on dire au sujet de la situation actuelle? Eh bien, le début d'une collectivité y est, puisque je parle de ce sujet-là depuis l'organisation du groupe consultatif l'année dernière pour ce rapport, depuis la réunion du NCD en septembre aux Nations Unies, invité à plusieurs endroits pour en parler. C'est bien évident que les gens commencent déjà à y réfléchir et il y a des collectivités qui sont prêtes à poser des gestes, y compris l'initiative Qatar en Afrique centrale et occidentale, les activités dans certains pays de l'Afrique du Sud, Bangladesh et les Caraïbes pour relever à un niveau, rehausser à un niveau ministériel et même plus haut ces idées sectorielles. Comment peut-on améliorer la santé, le développement, etc. Oui, à Delhi, il s'est passé beaucoup de choses et réunions de haut niveau des NCD. Et là où j'ai dit oui, on a sensibilisé surtout au sujet des maladies non transmissibles. On a proposé des mesures afin de contrôler les maladies non transmissibles. L'Organisation mondiale de la santé aussi joue un rôle de chef de file, ce qui est demandé par l'Assemblée des Nations unies. Il y a des indicateurs de cibles qui sont préparés, qui seront réétudiés au mois de mai. Il y a un cadre pour les maladies non transmissibles d'ici l'année prochaine, des plans d'action plurisectoriels, toutes ces choses des Nations unies. Mais en deçà de ce niveau, voilà, où il se fait énormément de choses, énormément de groupes qui ont commencé à former une collectivité de pratiques et j'espère que nous pourrons continuer à avancer. J'en mentionne quelques-uns ici. Vous avez probablement participé à cela. Alors, les maladies non transmissibles. Put up here. J'ai mis comme titre ici des noms qu'on utilise souvent. Les maladies non transmissibles, c'est commun maintenant. Ce sont les Nations unies qui ont commencé à s'en servir. Mais il y a bien des gens qui n'aiment pas beaucoup l'expression, qui préfèrent maladie chronique. Puis il y a des gens qui se disent maladie chronique inclut le sida, la tuberculose. On ne veut pas inclure cela. Alors peut-être maladie chronique non transmissible. Et parfois les gens parlent de maladies de style de vie. Mais ce n'est pas vraiment exact parce que ça veut dire que les gens ont choisi d'attraper ces maladies. Alors souvent, moi, je parle de maladies reliées à l'alimentation parce que c'est là-dessus que je me concentre et c'est ce que je ferai d'ailleurs aujourd'hui. Et si vous avez de bonnes suggestions, je dois dire que la communauté n'a pas encore atteint un consensus sur ce dossier. Donc l'OMS définit les maladies non transmissibles comme les 4 que je décris ici, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques et certains cancers. Pour les fins de la réunion qui a eu lieu. Et ceci a donné lieu à beaucoup de controverses également, car cela excluait les choses comme la santé mentale et d'autres maladies chroniques très importantes. Mais là encore, je veux me concentrer sur les maladies qui ont trait à la mauvaise alimentation, car c'est là, bien sûr, que nous pouvons vraiment intervenir et créer des liens avec l'agriculture et l'alimentation. Et c'est donc de cela dont je vais parler. Que sait-on donc des maladies transmissibles non transmissibles dans les pays en développement? Il est encore étonnant pour bien des gens que ce fardeau des maladies non transmissibles ait l'allure qu'elle est dans les pays en développement. On voit ici combien de décès il y a à cause de maladies cardiaques partout dans le monde dans différents groupes d'âge par 1000 habitants. Et les couleurs vous montrent le rouge et l'orange démontrent des taux de mortalité plus élevés par catégorie d'âge que les bleus et gris. Donc, vous voyez que les taux de décès plus élevés par groupe d'âge à cause de maladies vasculaires sont en Asie centrale, en Afrique
l'Europe de l'Est et certains des pays les plus pauvres de l'Amérique latine. Alors, cela démontre vraiment qu'il y a un élément de pauvreté qui entre dans l'équation. Par exemple, l'âge moyen des premières victimes de crise cardiaque est 53 ans en Asie du Sud, 6 ans plus jeune que dans le reste du monde. Et ce genre de disparité entre les riches et les pauvres ne s'applique pas seulement aux maladies cardiaques, mais à plusieurs autres des maladies chroniques. Un quart de tous les décès causés par des maladies non transmissibles arrivent chez des gens qui ont moins de 60 ans. Bien sûr, dans les pays en développement, il y en a plus. Comme on le sait, 80% en fait des mortalités à cause de maladies non transmissibles sont dans le monde en développement. Ensuite, on voit qu'au Burkina Faso, au Bangladesh, au Brésil et au Royaume-Uni, vous voyez qu'il y a 3 fois plus d'hommes de 60 ans qui meurent de maladies cardiaques au Bangladesh qu'il y en a eu au Royaume-Uni et presque le double qu'au Brésil pour la même catégorie d'âge. Alors, je ne vais pas vous donner plus de détails sur les maladies et les facteurs de risque, mais je voulais simplement souligner ici pour que vous ayez en tête que c'est un enjeu très important pour le développement et pour la pauvreté. Maintenant, quelques mots sur les facteurs de risque ici. Ce sont des données que j'ai tirées du fardeau mondial des maladies de 2004. Il y aura une nouvelle statistique publiée cette année, donc nous aurons des versions plus à jour, mais je ne pense pas que nous verrons de grosses différences. On voit que le facteur de risque dont je parle ici, hypertension, tabagisme, glucose dans le sang, ce sont là des problèmes qui sont reliés au style de vie ou à l'alimentation, qui sont au haut de la liste, même dans les pays pauvres. La nouvelle série Lancet également suit les indicateurs métaboliques dans plusieurs pays chez des millions de gens. Donc, on a recueilli énormément de données pour essayer de déceler les tendances. Et vous voyez que indirectement, les effets du régime alimentaire, des changements du régime alimentaire ont un impact solide. La masse de l'indice corporel également et la glycémie élevée dans les régions en développement, sauf l'Afrique. Alors, cette transition épidémiologique dont j'ai parlé plus tôt, et comme John l'a dit, c'est également une coexistence épidémiologie de ce lourd fardeau des maladies. Et les maladies des pays riches, ici, ne s'appliquent pas vraiment. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas vraiment un fort taux de mortalité dans les pays riches. C'est le bleu foncé sur ce graphique causé par ces maladies. Même après rajustement selon la taille des populations. Alors, des données spécifiques à des pays existent, mais je ne vais pas vous en donner, mais je pourrai le faire, bien sûr, si cela vous intéresse après coup. L'important ici, c'est que les maladies non transmissibles sont la cause et la conséquence de la pauvreté, de la mauvaise alimentation. Et maintenant, je poursuis. Ce que j'appelle les vents du changement. À chacun de ces points ici, vous en savez sûrement beaucoup sur chacun de ces points ici, et on pourrait avoir une conférence au complet sur chacun d'eux. Tout ce que je veux faire ici, c'est vous donner une toile de fond pour notre conversation. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture. Et donc, j'élaborerai sur aucun de ces points, mais je veux simplement dire que le développement de l'agriculture, les investissements dans le développement de l'agriculture sont un nouveau domaine depuis quelques années qui découle de crise, mais qui offre également de nouvelles possibilités. On met l'accent bien sûr sur l'Afrique subsaharienne. On a vu des pénuries d'aliments à cause des spéculations sur les prix, mais on sait quand même qu'il y a suffisamment de capacité de production dans le secteur de l'agriculture pour nourrir le monde. Et ceci existe depuis longtemps. Les changements climatiques sont un facteur important, mais nous pouvons quand même améliorer la productivité, la production agricole. Et les effets de la démographie, bien sûr, qui peuvent créer une certaine crainte, voire même une panique. Le financement de la santé mondiale augmente depuis un certain temps.
pour des initiatives qui s'appliquent à des maladies bien précises, donc des investissements très étroits. Mais depuis quelques années, comme vous le savez, on parle beaucoup plus d'intégrer, de mousser les systèmes pour avoir des prestations de services durables. Et pendant que j'y pense, je dois dire qu'on ne peut pas vraiment se sortir de ce problème des maladies non transmissibles du pays. On n'a pas les moyens, on ne peut pas se permettre, même aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, de régler cela par des traitements. Non, il faut absolument insister sur la prévention. C'est là que nous pourrons faire quelque chose et c'est pourquoi c'est là où l'agriculture et les aliments ont un rôle important à jouer. Et quand on parle de commercialisation du secteur agroalimentaire et des habitudes de consommation, nous savons que la situation est la même dans le monde. On parle de consommation d'aliments très forts en sucre, en gras, boissons sucrées, moins d'aliments frais, moins de fruits et légumes. Vraiment, c'est la même chose partout dans le monde. Où que l'on travaille, en milieu rural ou urbain, je suis certain que c'est la même chose. Que peut-on y faire? Et j'y viendrai dans un instant. Je n'ai pas pu résister à ajouter cette diapo. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de neuf? Il y a des choses qu'on voit toujours dans les journaux, surtout autour de la nouvelle année. Qu'est-ce qui est recherché ou qui n'est plus bon pour la nouvelle année? Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf ici dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation? Le REACH, je sais qu'il y a des personnes qui sont impliquées là-dedans. Il y a des gens de l'ACDI. Et puis, il y a Agri aussi, que je mentionnerai plus tard, qui est un consortium d'agriculture qui essaie de travailler sur la scène publique et privée en même temps. Et j'en ai trouvé un nouveau qui s'appelle BON, pour les anglophones, ou BON, qui vient de SON, l'échelle de l'alimentation. Je suppose qu'il y a des gens qui connaissent cela, mais on parle beaucoup depuis des années de cela et je pense que si on élargit la nutrition, l'alimentation, le BON, ce serait peut-être utile maintenant qu'on est au point de mieux comprendre l'alimentation, qu'on s'entend mieux sur les façons de travailler ensemble. Donc, je ne vais pas lire les deux listes. Je voulais simplement suggérer par cette liste que nous n'avons pas vraiment besoin de nouvelles idées ou de pseudo-nouvelles idées. Nous avons déjà beaucoup de bonnes idées, nous avons des partenariats, des acronymes, nous en avons énormément. Alors, je pense que le moment est venu de se demander lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rejette. Et je pense qu'on est au point maintenant où on pourrait le faire justement. La communauté du développement est bien connue pour toujours vouloir chercher de nouvelles idées à peu près tous les 2 ans. Et je pense que ce n'est plus nécessaire. Alors donc, on continue. Comment peut-on provoquer un changement? Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les vraies possibilités de changement. Et nous offrons dans ce rapport, comme je l'ai dit, beaucoup de recommandations, 35 en l'occurrence, pour 5 acteurs clés dans ces catégories. Il y a 6 catégories: gouvernance, finances, politique, recherche et éducation, technologie et comportement personnel. Je vais vous donner quelques exemples de ce que j'entends par là et ensuite je passerai à des choses plus spécifiques dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, en gouvernance, est-ce qu'il y a de nouveaux arrangements institutionnels qui s'imposent ou est-ce que les mesures des comités ponctuels et groupes de travail seront suffisants? Alors, ce que les Nations unies ont fait, c'est d'organiser, ni plus ni moins, un groupe de travail ponctuel, temporaire, pour se pencher sur les questions qui ont découlé de la réunion de haut niveau des Nations unies sur les maladies non transmissibles. Ça pourrait être suffisant, mais ça pourrait ne pas l'être non plus. Il faut pouvoir prendre des décisions et les soumettre à l'Assemblée générale sur ce qui est nécessaire en matière de gouvernance, surtout dans les aspects plurisectoriels, qui pourraient être mis de côté facilement alors que les communautés de la santé traitent de sel, de gras, de pilules. Alors, nous avons ici une belle occasion de faire quelque chose de concret. Et dans le domaine du financement, est-ce que le financement axé sur les résultats ou autres types de financement pourrait être utilisé pour amorcer d'autres projets de développement? Et comment peut-on évaluer le taux de rendement de cela? Et comme économiste, moi, je m'intéresse beaucoup aux évaluations, aux mesures. Et je sais que ce n'est pas facile d'évaluer d'un secteur à l'autre, d'une échelle à l'autre, d'un niveau à l'autre, alors qu'on n'a pas les mêmes unités de mesure et les mêmes capacités. C'est tout un problème.
problème. Et là encore, je ne louange pas l'économie et les politiques, mais je sais que parfois c'est très important qu'on peut trouver de bonnes justifications économiques pour faire les choses de façon différente qui, bien souvent, peuvent nous aider à évoluer. Alors, je serais bien intéressée par ce que vous avez à dire là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont possibles quand on étudie toutes ces différentes avenues de changement. Alors, passons aux éléments plus spécifiques. Le système alimentaire, c'est la chaîne d'approvisionnement que l'on retrouve dans le rapport. C'est bien simple, mais ça se complexifie jour après jour. Et on va passer un bon moment sur cette diapo. Ne vous pressez pas pour la lire. Je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment dans cette chaîne d'approvisionnement agricole, dans le vrai monde. Et puis, je vais vous donner des exemples. Donc, quel est le lien ici? Nous avons l'agriculture à l'extrême gauche, les agriculteurs, les pêcheurs, les services, les intrants et les extrants du système agricole lui-même. Ensuite, nous avons la distribution des aliments primaires, l'entreposage et la distribution qui comprend les transformateurs, les meuneries, les usines de concassage, les distributeurs, donc le travail vraiment manuel. Ensuite, nous avons l'entreposage et la transformation des aliments secondaires, c'est-à-dire importeurs, exportateurs, fabricants des aliments transformés, les compagnies également d'aliments et de boissons, et les bailleurs de fonds sont souvent impliqués ici aussi. Nous avons également la vente en gros et au détail des aliments, les nombreux endroits où les gens achètent leurs aliments, depuis les vendeurs de rue jusqu'aux magasins. Et je vais vous expliquer comment tout cela a changé dans un instant. Et ensuite, le marketing des produits alimentaires. Parfois, quand on s'inquiète des maladies non transmissibles ou de la piètre alimentation, on veut pointer du doigt le marketing, les publicitaires et ces choses-là. On pense qu'ils font mal avec notre système d'alimentation, mais je vous dirais que c'est vrai en partie. Nous avons de bons exemples de cela, comme par exemple avec les compagnies de tabac qui ont fait des choses vraiment malhonnêtes. Mais par contre, nous devrions pouvoir faire de bonnes choses avec ce marketing sur l'alimentation. Donc, nous devons éduquer le public en matière d'alimentation. Alors, je vous donne quelques détails sur les liens qui existent entre ces différentes catégories et comment cela peut représenter plus qu'une chaîne d'approvisionnement, mais plutôt une chaîne de valeur, qui est la nouvelle expression. Une chaîne de valeur qui peut donner de bons résultats et de bons résultats sociaux. Premièrement, il y en a qui disent qu'au lieu de regarder à ces catégories individuellement, il faut regarder la chaîne de valeur dans son ensemble pour changer l'analyse. On se concentre toujours sur les extrants du secteur agricole et la quantité, comme vous le savez certainement, plutôt que sur la qualité, la diversité. Et là, je parle vraiment des mesures qui existent dans le domaine du développement de l'agriculture et dans le monde de l'alimentation. Donner plus à manger à ses enfants et tout ira bien. On sait que ce n'est pas vrai, mais pourtant, ça semble prévaloir à bien des endroits encore. Alors, le produit de la chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment l'extrant sur lequel nous devons nous pencher. Il y a quelqu'un qui a fait une étude en Afrique centrale il y a un certain temps qui voulait identifier, c'est une étude économique qui voulait identifier les liens entre la production de produits agricoles, le régime alimentaire et la santé. Donc, c'est un diagramme conceptuel que je vous ai montré au début. Comment va-t-on de l'agriculture au régime alimentaire et à la santé? Eh bien, elle a trouvé qu'il n'y avait aucun lien. Elle n'a pas réussi à en identifier aucun. Ce qui est absolument époustouflant pour moi, même si j'ai essayé souvent de démontrer le lien de causalité avec des méthodes économétriques ou de bonnes données, et j'ai échoué aussi. Alors, je pense que ça nous donne matière à réflexion. Quelle est la cause, la causalité? À quoi s'attend-on vraiment et comment peut-on l'évaluer, cette causalité? Quelques exemples encore pour différents endroits de cette chaîne de valeur. Donc, les politiques agricoles, comment ils influencent la disponibilité des aliments. Prenons par exemple les oléagineux. Il y a 40 ans, les oléagineux
était facilement accessible et la fève de soja aussi ont commencé à grandir en popularité. On a accru la production, souvent avec des subventions, et ces marchés ont été mondialisés. Les tarifs et autres obstacles ont été éliminés sur le commerce. L'Argentine et le Brésil subventionnaient la production de ces produits, de même que les États-Unis, quoique beaucoup moins. Et ils avaient moins de taxes sur l'exportation sur les produits oléagineux. Et on a investi aussi dans la recherche pour ces produits. Quel a été le résultat? La chaîne d'approvisionnement mondialement a été réorganisée pour réduire les investissements directs dans plusieurs pays en développement qui produisaient ces produits, surtout le soja, et la transformation et la fabrication est devenue beaucoup plus intégrée à l'horizontale, de même qu'à la verticale, et ceci s'est vu en Malaisie et en Indonésie pour l'huile de palme. Et comme résultat, nous avons eu des changements au niveau de la fabrication parce que les prix ont changé, surtout pour l'huile de palme, où les prix ont chuté vraiment. Alors, il y a eu l'hydrogénation également parce que c'était moins cher et ceci a entraîné des augmentations énormes de volume d'autres huiles végétales qui étaient disponibles et qu'on utilisait pour la transformation primaire et secondaire. Et je sais aussi qu'il y avait des préoccupations commerciales. Le Conseil canola que je viens d'apprendre a imposé des tarifs aux producteurs d'huile comme cela. Donc, il y a des changements dans la chaîne d'approvisionnement et dans la chaîne des valeurs et également dans le type de produit qui se retrouve dans la chaîne d'approvisionnement dans cet exemple. Je vous en donne un autre pour que vous compreniez que c'est vraiment un phénomène généralisé maintenant qui se produit dans le système alimentaire. Les pommes en Chine. Il y a eu beaucoup d'innovations industrielle et d'appui du gouvernement pour la production de pommes en Chine. On a réduit les taxes sur la production de fruits au début des années 2000, l'élargissement de l'agriculture dans l'ouest de la Chine, où le gouvernement voulait élargir la production et le développement. Et les pommes de Chine étaient réputées pour être compétitives sur le point de vue du prix sur le marché. Et ceci a modifié également la chaîne alimentaire et la production de produits auxiliaires et la production de pommes a augmenté à 70% en 2009 en Chine, depuis quelques 50% moins de 5 ans avant. Le concentré de jus de pomme aussi, un produit dérivé qui coûtait moins cher à produire aussi qu'avant, est devenu un grand produit d'exportation et la Chine est donc le principal fournisseur de concentré de jus de pomme aux États-Unis. Et cet ingrédient se retrouve dans plusieurs produits fabriqués, transformés aux États-Unis comme un édulcorant. Alors, c'est vrai, l'un des meilleurs chercheurs là-dessus, c'est Tom Reardon de l'Université de l'État du Michigan. Je lui ai parlé il y a quelques semaines quand il était en Chine et il a décrit certaines des transformations qu'il a remarquées dans l'économie de l'alimentation. Et je vais vous résumer ce qui se passe en gros. Les changements se retrouvent dans la chaîne d'approvisionnement traditionnelle, comme pour les aliments de base, le riz et les produits de créneaux également. Les supermarchés sont plus populaires d'abord dans les secteurs plus riches et de classe moyenne, puis ensuite on les retrouve dans les villes de taille moyenne et éventuellement dans les petites villes et en milieu rural. Et on le voit également en Chine, un peu partout, jusque dans les milieux ruraux. Il y a également des grossistes multinationaux qui font ce qu'on appelle le suivi de l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'ils trouvent des ingrédients chez une certaine source et ensuite le vendent au détail ailleurs, d'où la chaîne de production intégrée à la verticale. La consommation d'aliments et de plus en plus d'aliments transformés. Et il y a beaucoup de petits agriculteurs qui sont impliqués dans cette chaîne de production. Ceux qui ont les actifs qu'il leur faut, comme l'irrigation, le crédit, l'éducation, enfin, ils sont impliqués dans cette commercialisation dynamique. On relie donc les milieux ruraux aux marchés mondiaux. Ce qui est exclu, comme dit Tom, bien sûr, et ce n'est pas étonnant, sont les gens qui n'ont pas de ressources, les tout petits fermiers et les communautés dont on doit se préoccuper. Mais il nous faut nous demander comment les intégrer dans le secteur commercial plutôt que de simplement arrêter le processus commercial. Lorsqu'on regarde l'impact sur la sécurité alimentaire pour les humains tel qu'il a étudié en Inde, au Bangladesh, en Éthiopie, au Vietnam, ce n'est pas encore quelque chose où il est prêt à se prononcer comme phénomène mondial, mais pour le consommateur, le
salubrité des aliments a chuté, plus la salubrité des aliments, la volatilité du prix a augmenté. C'est négatif. Côté négatif, c'est ce dont je vous parlais auparavant. Comment concilier cela, parce que c'est le monde réel dont il parle. Cela souligne l'importance de l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement au milieu et en amont pour les services agricoles. C'est ce dont on peut parler. Quels sont les investissements stratégiques? J'étais à l'Organisation mondiale de la santé et des aliments et ils recherchent ces occasions d'investissement. Par exemple, pouvons-nous réduire au sein du système agricole de 20 à 40 de pertes d'aliments côté production et consommation? Dans le monde en développement, c'est généralement côté production. Dans le monde développement, c'est côté consommation, mais dans les deux cas, c'est tout à fait tragique lorsqu'on parle d'insuffisance d'approvisionnement alimentaire et de sécurité alimentaire alors qu'on gaspille tellement d'aliments. Il faut trouver une solution tout à fait. Comment est-ce qu'on peut le faire pour que les produits faits dont les personnes ont le plus besoin pour la santé, comment leur fournir? Comment les petits agriculteurs peuvent se rattacher à une chaîne d'approvisionnement commercial? Je vous cite un homme qui fait ça en Afrique du Sud parce que je pense qu'il est très éloquent par rapport à leurs activités et je cite un outil pour aligner la... Je cite la mauvaise personne, désolée. Il nous dit qu'il travaille avec ces petits agriculteurs en Afrique du Sud. Ce sont des agriculteurs de subsistance. Ils essaient d'augmenter leur chaîne de valeur. Et étant donné le fait qu'ils ont un minimum de capital et que de fait ils vivent d'expédients, le seul motivateur c'est l'argent. Nous avons eu un certain succès là où nous avons, ils sont devenus des agriculteurs commerciaux de premier niveau. Donc pour changer la mentalité, pour produire des aliments de meilleure qualité, où ils pourront vendre dans un marché créneau tel que McCain's du groupe Spar, qui est un très gros détaillant. Nous leur avons enseigné pour penser de façon plus vaste à ce qu'ils produisent et pourquoi. Et même s'ils mettent toujours l'accent sur la marge de profit, ils commencent à se rendre compte que la qualité et la valeur nutritive des aliments est plus importante que tout simplement la qualité. En fait, ça en dit bien long par rapport à ce qui est possible et je suis heureux de vous mettre en communication avec lui. Il est tout à fait inspirant. Je sais que vous vous demandez peut-être si ces changements-là sont possibles. Est-ce que c'est abordable? Mais il y a un rapport qui a été préparé pour la réunion à haut niveau au mois de septembre. Le coût des maladies non transmissibles de David Bloom et des gens au Harvard School of Public Health au World Economic Forum ont dit tous les deux qu'il coûtera 47 billions de dollars d'ici l'an 2030. Pour se pencher sur ce problème de maladies non transmissibles, si on s'en tient au statu quo. Et je pense que, alors que les statistiques, on peut les remettre en question et les modèles économiques, ce sont des modèles économiques, on peut faire plus pour économiser par rapport à cette somme énorme. Alors, je vous donne quelques exemples réels. Les intervenants. Il y a 5 groupes que j'ai identifiés dans ce rapport qui doivent en faire partie, les consommateurs et leurs représentants, puisqu'ils sont clés, comment les consommateurs et les groupes de consommateurs expriment ce dont ils ont besoin, leurs préférences, c'est fort important. Les organisations internationales, les gouvernements nationaux, les entreprises agri-alimentation, et je vous donne d'abord un aperçu, quelques exemples. Nous devons nous doter des idées. Nous avons énormément d'idées, mais il nous faut des outils. Donc, des outils pour aller dans la bonne direction. J'ai beaucoup parlé de la chaîne de valeur, et même Michael Porter et Harvard Business Review, ce qu'ils appellent les valeurs partagées. On a beaucoup parlé de leurs idées à cet égard, social, environnemental. On doit en tenir compte. Et un exemple que je pourrais vous donner, que j'ai déjà cité, c'est Courtney en Afrique du Sud qui travaille avec les agriculteurs qui vendent maintenant aux géants Spar Foods. Il y a d'autres exemples
exemple de cela dans les Costco, les Walmart. Et Costco, je viens d'apprendre hier, achète la moitié de l'approvisionnement mondial de noix de cachou. Et alors ça, c'est optimiser le changement. Et Costco travaille avec ces petites chaînes d'approvisionnement pour les sensibiliser, les éduquer, pour qu'ils puissent participer de façon rentable et durable. Et je pense honnêtement que c'est fantastique. Le Harvard Business Review, dans un article plus récent, il y a quelques semaines, je crois qu'il y avait 10 des idées les plus audacieuses dans la catégorie d'audacieuses pour s'attaquer aux problèmes sociaux. C'était de produire plus de pommes et moins de maïs, parce que les gens sont au courant de cela et ça crée un moment meilleure nutrition et quelque chose dont nous avons tous et toutes besoin. Chaîne de valeur, c'est un outil, une autre outil, c'est une expression que j'ai inventée. Les métriques mutuelles, ce sont des indicateurs ou des cibles que nous pouvons partager d'un secteur à l'autre, d'un programme à l'autre. Un des problèmes principaux, je sais que nous avons tous nos propres indicateurs de succès, on en tient compte, on fait rapport des succès. Et puis, mais on parle de collaborer lorsque on ne mesure pas. Si nous le faisons, et jusqu'à ce que nous ayons des objectifs communs, nous n'en arrivons pas au même endroit. Par exemple, le Fonds international pour le développement agricole à Rome propose d'utiliser les enfants qui n'ont pas grandi à un rythme normal comme indicateur. C'est un exemple de métrique mutuelle entre ce qui est important pour la nutrition, parce que ça indique insuffisance chronique chez ces enfants-là. Et l'agriculture Agree est un programme qui est tout nouveau. Ce sont des intervenants de l'industrie agroalimentaire qui forment une coalition qu'ils veulent utiliser pour réunir des groupes qui n'ont pas traditionnellement travaillé ensemble. Leur objectif, c'est que la discussion sur la politique agricole et alimentaire ne met pas l'accent sur ce qui est très important. Les intervenants ne s'écoutent pas, ne comprennent pas les incidences pour la politique au-delà de leur propre secteur. Il faut donc qu'il y ait une discussion plus communautaire. Il y a la métrique mutuelle et c'est fondé par la Fondation Gates, Ford et d'autres fondations pour la plupart aux États-Unis. J'espère que ça portera fruit. Partenariat pour de nouveaux programmes et politiques, on a beaucoup parlé de partenariat privé, public, il y a plusieurs indicateurs, il y a plusieurs aussi réserves. En voici un exemple des Mexicains qui sont subventionnés. Pepsi Cola les aide, ils veulent une huile plus saine et ils veulent éliminer les huiles de palme de leur production au Mexique pour essayer d'encourager d'autres entreprises à faire de même. Il y a un bon bout de chemin à faire, mais je ne crois pas que nous devions nous leurrer par des promesses qui ne donneraient pas les résultats que nous souhaitons, mais je crois réellement qu'on ne peut pas le faire sans les entreprises. Il est bien important d'avoir ces bonnes règles. Les politiques, bien sûr, les taxes, les subventions et d'autres formes de politiques réglementaires doivent être utilisées. Il y a des raisons pour lesquelles on ne doit pas avoir certaines taxes, mais un débat. Je n'aime pas les taxes PAP. La France va en imposer, l'Afrique également. Alors ce débat nous donne une excellente occasion de parler de ce que nous pouvons faire pour améliorer la nutrition, essayer de solutionner ces problèmes-là. Recherche, développement par exemple, la paie au rendement, d'autres moyens de créer de bons incitatifs et la Banque mondiale, il y a un projet
Il veut utiliser un financement axé sur des résultats pour les programmations qui visent à éliminer les maladies non transmissibles. Et maintenant, dans le domaine de la recherche, je n'en parlerai pas très longtemps, sauf pour vous encourager, si cela vous intéresse, étudier certaines des directions. Nous sommes une institution qui produit du savoir. Je sais que ça va mener à des idées de recherche, les liens entre l'agriculture, la nutrition et les résultats sur la santé et la métrique. Alors nous devons vraiment discuter de ce que nous voulons mesurer par rapport aux métriques mutuelles. Et je peux vous dire que les indicateurs qui se rendront à l'Assemblée mondiale de la santé en mai pour les personnes qui travaillent sur les maladies non transmissibles n'ont rien de l'agriculture, rien du système alimentaire. Il y a le sel et il y a le gras. Et nous devons leur donner une métrique du secteur agricole, selon moi, où nous pouvons discuter de ces indicateurs et de ces cibles. Comment peut-on changer le monde agricole si nous avions des métriques mutuelles? La nutrition, à quoi ressemblerait-elle? Je dois mentionner que je travaille avec une équipe de London de médecine tropicale et un lien qui relie ces différents secteurs afin que vous sachiez à partir de 14 500 titres qui au départ ont été saisis dans la première recherche, il y avait seulement 3 études axées sur des données qui identifiaient, qui évaluaient réellement les incidences de la politique agricole sur les maladies chroniques. Et c'est un objectif très étroit, néanmoins c'est un objectif important pour nous. Nous voulons la preuve nécessaire. Et maintenant, faute de temps, je vais maintenant vous parler de la consommation. Et nous croyons savoir énormément de choses, mais on ne le sait pas réellement. Il y a eu de nouveau travail qui a récemment été publié, examen systématique de ce que nous croyons connaître au sujet de l'intervention de l'agriculture dans le but d'améliorer la nutrition chez les enfants, qui a conclu que la nourriture fortifiée avec des vitamines n'indique pas d'impact positif fort sur le statut nutritif. On doit réexaminer. Il y a une nouvelle étude dans le Lancet qui vient d'être publiée, conclusion semblable de l'Australie. Côté production, j'ai mentionné déjà en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. C'est difficile à faire. Le CRDI le sait mieux que quiconque. Pas facile de trouver les spécialistes qui veulent travailler. Donc, en réunissant certaines disciplines, il n'y a pas un plein financement, même si le CRDI est à l'avant-plan du financement pour étudier les maladies non transmissibles de façon très vaste. C'est difficile de trouver les données. Puis, on n'a pas de très bonnes mesures communes, mais voilà ce qui fait partie du défi. Je vous mets au défi d'y travailler. Et je vais maintenant vous parler de 5 recommandations sans en discuter, tout simplement pour vous encourager, pour les acteurs que j'ai mentionnés. Il y a les acteurs clés, côté donateur, ils peuvent évaluer les occasions structurelles et pour établir des liens entre les programmes. Les gens font ce que dicte l'argent, tout le monde le sait, tant et aussi longtemps que l'argent existe de façon segmentée. À ce moment-là, les chercheurs, les personnes, les pays récipiendaires vont répondre de façon segmentée. Je crois que c'est très important que les donateurs évaluent la façon de faire. Les gouvernements nationaux dans les pays en développement doivent parler entre les différents ministères et cela doit se faire à un niveau élevé. Alors, s'ils ont des métriques mutuelles, anecdote, le ministre de la Santé au Rwanda que j'ai rencontré il y a 2 mois m'a dit: nous avons un objectif en Afrique. On veut dépenser 15% des budgets nationaux sur la santé. Et je suis le seul pays, le Rwanda, le seul pays qui atteint cet objectif. Comment je l'ai fait? J'ai dit à chacun de mes ministres: vous dépensez combien sur la santé? Vous dépensez telle ou telle chose pour atteindre des objectifs en matière de santé publique. Je vais ajouter ça à ce que nous dépensons sur la santé et montrer au président que nous dépensons plus de 15%. Plutôt que de dire aux autres ministres: vous devriez faire telle ou telle chose, elle a dit: vous le faites et c'est utile. Et alors, je vais vous attribuer le mérite plutôt que de venir quémander pour de l'argent. Nous avons des objectifs communs. Je crois que c'était une stratégie brillante et bonne relation publique également. Cela doit se faire.
Les organisations internationales, on a déjà parlé de métriques mensuelles et je pense que c'est ce qu'il faut pour nous aligner. Les consommateurs, très important, énormément de choses qu'ils peuvent faire. Il y en a une qui est de sensibiliser, d'éduquer, de faire en sorte que ces liens se retrouvent dans les programmes d'éducation à l'intérieur et à l'extérieur des écoles, de continuer. Et maintenant, les entreprises agroalimentaires, j'aime beaucoup les cibles, comme vous l'avez probablement remarqué. Et au sein des entreprises, s'il existe des cibles, peu importe les objectifs, que ce soit à reformuler les produits pour avoir de meilleurs avantages nutritifs ou autre chose, je pense que les entreprises à l'interne vont se réorganiser. Je vous donne une petite anecdote sans nommer des noms. Il y a une entreprise qui dit maintenant à sa haute direction qu'ils ont des cibles afin d'atteindre des résultats en matière de nutrition et l'indemnisation au niveau individuel se fondera sur l'atteinte de ces objectifs. Et c'est comme ça que nous ferons des réponses. Je dis tout simplement que nous avons eu plusieurs décennies de résolutions des Nations Unies et de documents, beaucoup de discussions sur des atteintes d'action multisectorielles. Ce qui est différent maintenant, c'est que nous comprenons réellement les problèmes. Nous savons quelle est l'origine de ces problèmes et les coûts de ces problèmes. Nous savons qui peut changer les choses. Nous avons des idées précises, mais je crois que nous avons la motivation et la capacité d'apporter ces changements. Et j'espère que vous aiderez avec vos idées. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Rachel, vous avez donné beaucoup d'exemples. La présentation était très riche. C'était fort intéressant. Je suis convaincue que notre public est d'accord. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié de mentionner dans mon introduction que les services d'interprétation simultanée sont fournis. Si vous avez besoin d'écouteurs dans une de deux langues officielles, allez-vous chercher des écouteurs. Et pour la période de questions, nous passerons directement à la période de questions. Et je vais vous demander deux choses. D'abord, présentez-vous. Et ce serait bien que Rachel sache qui vous êtes, d'où vous venez. En deuxième lieu, s'il vous plaît, vos questions et vos commentaires doivent être brefs. Nous sommes nombreux dans la salle, convaincus qu'il y aura énormément de questions. Même chose pour les personnes qui nous écoutent sur le web. Si vous avez une question, donnez-nous votre nom ainsi qu'une brève question. Quelquefois, j'ai de longs paragraphes et c'est difficile pour moi de lire alors que j'essaie d'animer la discussion. Sans plus tarder, je vous remercie encore une fois de cette excellente allocution fort intéressante et passons directement à la période de questions, de 2 à 3 questions à la fois, s'il vous plaît. Ensuite, quelques rondes de ces questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je viens CHF et je vous remercie beaucoup de votre allocution très intéressante. J'ai été étonnée du fait que vous n'avez pas parlé de l'eau. Je reconnais que l'arsenic se retrouve dans la nappe phréatique depuis des années. C'est un problème, mais n'ont pas reconnu que l'irrigation où il y a contamination à l'arsenic est appliquée aux récoltes. Et ce n'est pas reconnu, évidemment, au Bangladesh, environ 88 ou 90 pays au monde qui ont des problèmes d'arsenic dans les nappes phréatiques. Il y en a où il y a du manganèse, surtout sur la capacité d'apprendre des jeunes enfants, mais l'arsenic, vous savez, les symptômes évidents de lésions cutanées, il y a toutes sortes de cancers. C'est intéressant qu'on n'ait pas discuté, on n'ait pas réfléchi à ce que peut faire l'arsenic dans l'eau souterraine. Merci, je m'appelle Bek Mikolayak. J'ai travaillé avec le CRDI de 93 à 2001. Comment les résultats
de cette recherche à haut niveau. Comment est-ce qu'on peut présenter cela et transformer au niveau cognitif pour les personnes qui ont réellement besoin de ces connaissances au niveau communautaire. Par exemple, les femmes au Kassala dont la seule alimentation, c'est une céréale que l'on fait bouillir avec de l'eau, ne connaissent pas d'autres éléments. Une des recommandations serait donc de trouver des moyens de communiquer afin que ces connaissances que nous avons acquises à partir de la recherche sur les pays pauvres, les gens pauvres, que cela soit avantageux pour eux d'une façon. Susan Robertson, agent de programme avec le groupe d'agriculture et de salubrité alimentaire. Il y a un manque de métrique entre l'agriculture et le côté nutrition. Est-ce que vous pensez que le nouveau CRP avec les centres CG tiendront compte de cette question particulière étant donné la taille et la portée de ce programme et le fait que c'est la nouvelle orientation en domaine de la recherche en matière d'agriculture et CRP se rapporte au programme de recherche, vaste programme, il y en a un qui se rapporte à l'agriculture, la santé et la nutrition. Rachel, avant de commencer à répondre aux questions, les gens qui se retrouvent au bout de la salle ne peuvent voir, alors je bouge le podium. I couldn't see them, which is too bad. Okay, So please, go ahead. Thank you very much. Merci beaucoup de vos questions. J'apprécie bien. Je vais essayer de répondre brièvement. Toutes ces questions me donneront matière à réflexion, c'est certain. La question de Jim sur l'eau, plus particulièrement l'eau contaminée, et pourquoi je n'en ai pas parlé. Deux réponses. Oui, c'est important pour la santé des enfants, de même que la santé des adultes et les effets cognitifs chez les enfants durent longtemps. Je pense que j'en ai parlé lorsque je parlais de la recherche de première génération, les efforts de politique, comment tout cela est interrelié. Ce qui ne veut pas dire que tout est réglé de cette façon, non. Mais c'est simplement que je me concentrais sur les nouveaux résultats de la santé qui viennent juste d'atteindre la scène mondiale. Je pense qu'il y a des liens que je n'ai pas fait directement dans ce rapport, justement des liens avec l'eau et les mesures hygiéniques, autant que d'autres, mais je pense que ce sont des questions qu'on ne peut exclure, mais c'est un début de travail que je fais en agriculture urbaine et para-urbaine, et je sais fort bien que la contamination qu'on trouve dans l'environnement a des répercussions sur le système alimentaire de la population, surtout quand ils travaillent dans le domaine de l'agriculture. Souvent, on sous-estime les effets à long terme, et c'est difficile d'évaluer, de mesurer les taux d'exposition et les répercussions sur la santé. C'est pourquoi il faut continuer d'en parler, parce que c'est facile de fermer les yeux là-dessus. Donc, je ne veux pas dire que c'était en dehors de la portée du travail que je faisais sur les maladies non transmissibles, mais quand même. Alors, merci de la question. Ensuite, pour les gens qui travaillent au niveau sur la terre, pour les pauvres agriculteurs et les femmes qui travaillent sur la terre, je pense que c'est une question clé. Et c'est pourquoi je poursuis le dialogue avec Courtney en Afrique du Sud et les gens qui travaillent à ce niveau, sur le terrain. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on en sait très peu, bien souvent, dans ces collectivités, sur ce que l'on tient pour acquis. Et là encore, je parle plus particulièrement des maladies non transmissibles et des effets de l'alimentation sur ces maladies. Je ne veux pas dire que les gens ne sont pas au courant de leur système d'alimentation ou de l'agriculture quand ils y travaillent tous les jours, mais les maladies non transmissibles sont vraiment un problème caché, un tueur invisible. Surtout, en Afrique, il y a beaucoup de taux de mortalité dus à des AVC. Et les gens, bien souvent, n'ont même pas entendu parler d'hypertension et d'AVC. Et ceci se rattache au système d'alimentation. Donc, le manque de connaissances est vraiment un grave problème, tant pour les risques que pour les solutions, finalement. Et comme un gars qui travaille à la chaîne d'approvisionnement en Afrique du Sud, il a dit,
ce sont des agriculteurs vraiment non éduqués qui travaillent ici. Ce sont les gens qui vous préoccupent. Vous devez donc pouvoir leur parler sur ce qui est important. Il prend toujours l'exemple de s'il préférerait payer pour une bière froide ou une bière chaude. Paierait-il un peu plus pour une bière froide? C'est l'exemple qu'il utilise pour leur faire comprendre qu'ils devraient produire quelque chose qui est un petit peu plus de valeur nutritive, plus de valeur sur le marché. Et ça, ils comprennent ce genre d'exemple. Et je trouve que c'est tout à fait raisonnable comme exemple. Donc, il faut s'adapter à chaque groupe de population, vraiment. Je n'ai pas de règle générale, sinon que je sais que l'éducation une éducation qui leur soit vraiment pertinente où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, est cruciale. Donc, cette éducation est importante, mais comme je l'ai dit plus tôt, il nous faut d'abord comprendre, bien saisir les capacités des compagnies qui veulent vendre leurs produits et qui savent comment joindre toutes sortes de consommateurs. Il faut les mettre au défi de travailler au bas de la pyramide pour qu'ils rejoignent ces consommateurs et qu'ils leur donnent des messages crédibles. Par exemple, Dano veut développer un produit pour le bas de la pyramide au Bangladesh. Vous avez parlé du Bangladesh et avec un yogourt à formulation spéciale et ça fonctionne assez bien. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas vraiment encore financièrement viable complètement, mais je pense qu'il y a des exemples comme ça dont on peut s'inspirer. Et enfin, la question de Suzanne sur le manque de métriques. Oui, le CG est important. Le jury délibère. Hier, j'ai lu par plaisir les nouvelles initiatives, stratégies et sollicitations que les bailleurs de fonds publient, les nouvelles stratégies d'alimentation, USA Ideas, sollicitations pour la mise en application de leur programme. Et je cherche des indications, des signes me disant qu'ils ont une perspective bien vaste et qu'ils essaient de créer davantage de liens. Mais je ne le vois pas. Mais les CGIR font exception. C'est encore trop nouveau. L'histoire... En fait, je pense que c'est une histoire mixte. Et j'espère que ça évoluera dans la bonne direction. Je pense que j'ai été trop longue. Non. Donc, je vais en prendre une question sur le web de Anna Janet. Elle demande bien simplement quels sont les liens entre les revenus progressifs pour les petits agriculteurs plus âgés et la santé. Et monsieur, je passe à vous. Brian Hall, directeur de l'Institut de l'économie et président d'une chaire au Canada. Il nous faut habiliter les plus pauvres pour qu'ils trouvent des solutions eux-mêmes. Il faut travailler donc avec les pauvres fermiers en Afrique et dans d'autres pays en développement. À mes yeux, la conversation ici illustre l'un des défis. Et je vais en venir à la question que la personne avant moi avait posée, c'est-à-dire comment diffuser le message, transmettre le message, parce que nous prenons une approche holistique et le problème avec l'approche universitaire, c'est qu'elle se concentre sur quelque chose et ensuite on la partage. Vous avez fait une très bonne présentation, mais comme économiste et comme personne engagée à la cause du développement des Nations Unies, une métrique claire et importante, c'est le taux de mortalité infantile. Et les maladies non transmissibles sont une fonction vraiment de l'alimentation de la petite enfance. Il faut se concentrer sur la santé des enfants. Et c'est ça qui est l'intervention la plus puissante, la plus importante pour changer l'évolution des maladies non transmissibles à l'avenir. Donc, il nous faut parler d'optimiser. C'est ce que l'on fait dans nos projets. On a un impact sur 35 millions de gens qui ont des revenus à peu près équivalents aux revenus annuels d'une école privée au Canada. Qui fait notre travail? Les citoyens du pays où l'on est. Donc, mon leadership, moi, est au Canada. Ce n'est pas en Afrique, en Inde ou au Bangladesh. Mais vraiment, ce qui manque, c'est que les plus pauvres n'ont
pas de voix. Il nous faut une approche holistique. L'habilitation des femmes est importante. Les gouvernements locaux sont importants. C'est peut-être pas beaucoup à la mode dans le monde universitaire, mais ma question vraiment est la même que la personne avant moi. Comment transmettre le message? Eh bien, premier point, allez sur le site web pour voir notre projet. C'est très bien expliqué. Merci beaucoup d'abord de votre présentation. C'est quoi? Je suis étudiante à l'Université d'Ottawa. Je suis en développement international et économie et je m'intéresse particulièrement à l'agriculture. Je voulais faire quelques commentaires sur ce que vous avez dit d'abord. Quand vous nous avez parlé de la chaîne de valeur ou de la chaîne d'approvisionnement, j'ai remarqué que vous aviez laissé tomber ce que j'ai trouvé, moi, dans ma recherche quand j'étais au Bangladesh. Quand je faisais de la recherche sur les petits agriculteurs au Bangladesh qui recevaient du microcrédit. Mais vous n'avez pas parlé des intermédiaires qui apportent les récoltes au marché ou aux grands fournisseurs. Et d'après ma recherche, je constate que c'est là que se trouve l'exploitation. Et c'est ce qui contribue aux situations déplorables des petits agriculteurs qui n'arrivent plus à répondre à leurs propres besoins. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de cela, de cet intermédiaire. Ensuite, lors de ma recherche, j'ai remarqué quelque chose de plutôt inquiétant. La trajectoire de l'agriculture du passé au présent, c'est-à-dire que j'ai remarqué la prévalence de l'agroalimentaire, des entreprises agroalimentaires qui font de la monoculture, des cultures commerciales, et comme par exemple Costco, Cash, et d'après ma recherche et mon expérience, ceci réduit la diversité des produits produits par les petits agriculteurs. On utilise plus de pesticides, d'insecticides, et ça, j'imagine que c'est mauvais pour la santé. Et enfin, je conclus rapidement la sécurité alimentaire. Pouvez-vous nous parler un petit peu comment la propriété foncière pourrait aider la sécurité alimentaire? Je sais que c'est beaucoup, mais merci. Et si les autres qui viendront au micro, n'allez pas croire que vous pourrez poser 3 questions en une. Non. Alors, Rachel, allez-y avec vos réponses et après, nous passerons à vous 4 et je pense que s'il y en a d'autres, vous pouvez aller à l'autre micro. Et moi aussi, j'ai des questions sur le web encore. Bon, je serai encore plus brève. Quelques questions Anna et Victoria et Brian ont trait aux agriculteurs qui n'ont pas beaucoup de ressources, aux petits détenteurs de terre qui n'ont pas beaucoup de ressources. Là encore, je parle du travail de Reardon. Ce groupe était, de toute évidence, le groupe qui a été laissé pour compte, vraiment, ce qui les rend très vulnérables comme producteurs autant que comme consommateurs. Et on le sait, c'est comme cela depuis longtemps dans le développement agricole. C'est le groupe qu'on laisse toujours de côté. On n'arrive pas à les joindre assez bien. Il y a toutes sortes de façons de les joindre parce qu'ils ont tellement de besoins, plus d'éducation, de formation, de microcrédit, de trouver des solutions aux problèmes hygiéniques, des choses comme ça. Il y a bien des choses dont ils ont besoin. Et moi, je n'ai pas de panacée pour eux, mais il ne faut pas oublier que nous avons des interventions qui fonctionnent. La pauvreté avec les objectifs du millénaire demeure donc l'objectif le plus important et on devrait vraiment accélérer les interventions qui ont fait leurs preuves. Je sais qu'il y a des interventions que nous croyons efficaces et qui ne le sont pas autant qu'on l'aurait espéré. Et je parle donc des examens systématiques sur l'alimentation et d'autres interventions très populaires. Alors, premièrement, il nous faut savoir exactement quels sont les résultats que nous recherchons et comment nous les évaluons et, à vrai dire, comment le faisons-nous. Ça, c'est tout aussi important. Ce sont de bonnes pratiques en développement. Deuxièmement, me permettez-vous de vous interrompre? Écoutez, hier, nous avons eu une présentation à l'AGDI et cette
question de la biodiversification a été soulevée. Et vous en avez encore parlé aujourd'hui. Vous répondez avec cela. Mais pouvez-vous nous expliquer au juste qu'est-ce qu'il y avait dans cette étude? Parce que, d'après ce que je comprends, la biofortification n'est pas comprise parfaitement, mais l'ajout de sodium et de choses comme ça, par exemple, est-ce que vous incluez la biofortification seulement ou la fortification, le renforcement de tous les aliments? Oui, je cherche justement ce passage dans mes notes. Je ne sais pas si je pourrais le trouver, mais oui, c'est un point qui est très important. L'étude Haddad porte sur les interventions sur l'alimentation des enfants, qui comprend la biofortification, mais aussi les conclusions disent que pour des choses comme la vitamine A, le fer, nous savons que ce sont des éléments très importants. Il y a des interventions qui fonctionnent à ce chapitre, qui sont tout à fait rentables. Il y a des populations spécifiques qui en ont besoin à certaines périodes de leur vie, et c'est cela qu'il faut accentuer, quoi. Et on le fait, donc ce n'est pas remis en question. Mais quand on parle de biofortification et d'autres types d'interventions nutritionnelles, je pense qu'on peut se poser des questions sur la démarche d'oligo-éléments pour le développement et la santé des enfants. Je pense que ceci devrait être fait sur une base plus générale que les interventions individuelles. C'est là-dessus qu'il faudrait se pencher. Et j'en reviens à ce que je voulais dire à Brian. On pourra y arriver en ayant une perspective plus large de ce qui influence les enfants et les autres cycles, étapes de la vie, que ce soit la santé des enfants de 0 à 5 ans ou même dans les premiers 1000 jours. Nous en savons maintenant beaucoup plus sur la biologie de ce qui se passe alors que les gens traversent différentes étapes de leur cycle de vie. On sait que le développement ou l'hypothèse Barker, les origines du développement de la santé commencent très très tôt dans la vie, et je pense que vous savez que nous pouvons avoir de l'influence sur les risques sur la santé plus tard dans la vie à partir du moment où une jeune adolescente commence à avoir une vie sexuelle avec la bonne intervention. Mais si on dit qu'il nous faut simplement avoir plus d'oligo-éléments ou des choses comme cela, certains de ces éléments sont essentiels, en effet, mais ça ne s'arrête pas là. Et ça ne va pas régler le problème des risques plus tard dans la vie. Alors, il est fort possible qu'un enfant ait un faible poids à sa naissance et qu'il grandisse très vite dans les 2 premières années pour ensuite interrompre sa croissance et devenir trop gros et développer le diabète. Plus tard, ça peut arriver. On connaît ce processus maintenant beaucoup mieux qu'avant, mais les interventions passées, enfin, je dois faire attention à ma terminologie, mais enfin, certaines des interventions en alimentation et la perspective plus vaste qu'il nous faut sur l'alimentation des enfants ne tient pas compte de cela. Et c'est ce que j'ai demandé au comité de la nutrition qu'il fasse. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Comment les interventions pourraient changer si on devait tenir compte des origines du développement de la santé. Alors, pour revenir à Brian, comment transmettre le message, je pense que nous avons une belle possibilité maintenant. Il y a la communauté de la santé infantile et des mères. On peut parler donc aux communautés des maladies non transmissibles. Comment on pourrait améliorer les interventions de la santé à ce chapitre également pour prévenir le développement des maladies non transmissibles. Ce serait une très bonne chose. Si on avait un objectif du millénaire, on parle beaucoup maintenant de l'atteinte des objectifs du millénaire pour les maladies non transmissibles. C'est pas facile à prononcer. Il y a vraiment beaucoup de discussions en ce moment là-dessus au sujet des nouveaux objectifs du millénaire. Est-ce qu'il y aura des objectifs de durabilité ou ceux que nous avions auparavant avec quelques ajouts? Je pense que le jury délibère tout le temps, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on ajoute les maladies non transmissibles, c'est certain. Alors, surveillez cela. Enfin, Victoria, je ne peux répondre à toutes vos questions, mais pour ce qui est de la monoculture, nous
sommes au courant d'énormément de choses à partir de la première révolution verte qui ont posé des problèmes, mais nous sommes plus intelligents maintenant. Et nous ne voulons pas avoir de conséquences inattendues. Voilà pourquoi nous devons nuancer nos propos lorsqu'on parle de nos objectifs dans des conditions où les agriculteurs ont des ressources, certaines ressources, mais non pas d'autres. Alors on veut cibler ce dont ils ont besoin. Et les mêmes solutions ne s'appliqueront pas à tous. Je dois dire tout simplement que par rapport à la participation dans la chaîne d'approvisionnement commercial, Costco et Walmart et ces grosses entreprises sont plus intelligentes également et certaines travaillent de très près avec des fondations et des chercheurs dans le but de ne pas faire le type d'erreur que vous avez souligné. Je ne dis pas qu'ils ne commettent pas d'erreur et ils s'intéressent au profit, bien sûr, et n'ont pas changé le modèle d'entreprise. Mais il y a des réelles occasions pour le partage de ces valeurs dont Michael Porter, Kramer et d'autres ont parlé. Et oui, ça peut être un peu comme le propos d'universitaire, mais je vois déjà la Banque mondiale, l'organisme mondial de l'alimentation, mais ce sont des organismes qui sont prêts à réexaminer, à repenser la façon dont ils ont fonctionné dans le passé. Et bon, alors moi, mon verre est toujours à demi-plein. Il se passe de bonnes choses. Je pense que j'ai plus ou moins répondu. Alors, ce sera notre dernière ronde de questions. Je vais vous ajouter à la liste des 4 personnes que nous avons ici. Il nous reste environ 13-14 minutes. Alors, donnez votre nom. Soyez bien bref, s'il vous plaît. Commençons par vous, monsieur. Je m'appelle Sudi Kolaki. J'ai des antécédents agricoles. J'ai fait de l'agriculture 4-5 ans avant d'aller dans l'Ouest. Alors, mes voisins immédiats, jusqu'à l'an 2000, c'est là où en Inde, la mondialisation a augmenté. La réforme a commencé en 92, mais depuis 10 ans, il y a énormément d'agriculteurs dans 2 États qui réfléchissent. Lorsque vous avez dit le rôle de la Chine, alors imaginez si la même chose se passait puis s'il y avait des légumes et des fruits, protéines, et si ces 10 nous viennent du tiers-monde, la Chine, si cela se produit, est-ce que les conversations sont les mêmes que les conversations lorsqu'on parle de nutrition et de sécurité alimentaire? Est-ce que ce n'est pas relié à l'intérêt des entreprises agroalimentaires occidentales? Je dois vous dire que les 10 produits qui sont consommés dans l'Ouest viennent pour la plupart du tiers-monde. En deuxième lieu, comment est-ce que cela peut avoir un impact au niveau de la famille? Mettons par exemple la conversation duo initiée, mais les conversations qui viennent du bas, des experts en nutrition, les agriculteurs, et ensuite ces 2 conversations se retrouvent pour finir certains points. Le dialogue. Je vous remercie. Monsieur? Et une question seulement, s'il vous plaît. Commentaire bref. Nous allons manquer de temps. Merci beaucoup. Je m'appelle Jerry Mendy. Mon background, l'économie, le développement. J'ai fait ma carrière dans le système des Nations Unies avant de prendre ma retraite. Là, je suis libre. Je peux dire ce que je veux. J'ai 2 questions, mais on me permet seulement une question. Alors, une question. J'étais très intéressée de cette idée de métrique mutuelle.
Et je suis convaincue qu'afin d'apporter des changements, il nous faut des donateurs qui feront pression. Je sais que financement, évidemment, est important. Avez-vous réfléchi à la méthode de coordination qui pourrait fonctionner sur le terrain dans ce secteur en particulier? Parce que, d'après mon expérience, le plus difficile à coordonner, c'est l'Organisation mondiale de la santé des aliments, FAO, programme de prévention des maladies non transmissibles, la CRDI. Il nous faut améliorer la nutrition un peu partout et je me demande quels sont les domaines prioritaires pour avoir un impact sur les maladies non transmissibles et comment est-ce que cela se rapporte à tout indicateur ou de cible qui pourrait être mis au point. Merci beaucoup. Courte question. Une petite personne courte pose une question courte. Je m'appelle Victoria. J'ai regardé la liste de 5 intervenants que vous nous avez donnés et je me demande où se retrouvent les enfants dans cette liste. Est-ce que vous croyez que les enfants ont un rôle à jouer en particulier? Ce sont les leaders de l'avenir de leur propre nutrition et de la nutrition de leur famille. Quel est le rôle de l'éducation et des enfants pour prévenir les maladies non transmissibles dans l'avenir? Je m'appelle Natasha Legault, également avec un programme de prévention de maladies non transmissibles au CRDI. Ma question est bien courte. Je veux savoir si vous pouvez nous parler davantage de la raison pour laquelle vous n'aimez pas beaucoup la taxe, la fat tax. Je ne connais pas tous les détails au sujet de ce débat, mais le débat qui m'intéresse, c'est réglementaire plutôt que volontaire, et vous avez donné d'excellents exemples d'industrie alimentaire, des efforts de leur part, et dans ce contexte, mais ce qui a retenu mon attention, c'est lorsque vous nous avez parlé de Pepsi Cola. C'est bien qu'il veut se débarrasser de l'huile de palme, mais j'emprunte les mots d'une de mes paroles. Ce qu'il nous faut réellement, c'est des boissons gazeuses plus nutritives. Ben ça, c'est bien difficile. Je me demande si vous pensez que pourrait y avoir une approche réglementaire dans ce contexte. Je vous remercie. Et j'en prends une troisième parce que la deuxième question était une intervention que j'ai faite de la part de Peter Birdie à Health Bridge. Je ne l'ai pas mentionné. Et là, nous avons maintenant Lynn Taylor. Elle dit que la carte du monde que vous avez présentée m'a surpris à quel point la recherche s'est faite avec l'impact de sirop à fructose élevé en Amérique du Nord. Vous n'avez peut-être pas la réponse à cette question-là, mais voilà, je vous soumets cette dernière question. Rachel, vous avez environ, mettons, 5 minutes pour choisir et répondre à certaines de ces questions. Je ne crois pas que vous aurez le temps de répondre à toutes les questions. Oui, je vais faire preuve autant de discipline que les gens qui ont posé des questions. Merci de ces excellentes questions. Oui, il existe et on doit réellement s'inquiéter dans tout le domaine de la mondialisation et du commerce à qui ça profite des tragédies qui existent, qui peuvent se produire lorsque les gens sont laissés pour compte, si ça semble être le seul choix appuyé par les gouvernements et d'autres. La conversation à la base dont vous avez parlé. Je ne vous vois pas, mais oui, alors conversations sont essentielles puisque, en fin de compte, lorsqu'on parle d'aliments et de choix alimentaires, je n'en ai pas trop parlé, je ne suis pas ici pour parler de nutrition, mais il est bien important de mieux identifier un régime alimentaire, à quoi ça ressemble, un régime diversifié. Il faut mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Je pense que j'ai vraiment réfléchi pour en venir à de bonnes mesures de diversité de régime alimentaire. Par exemple, j'ai été assez déçue par la communauté de la nutrition. Elle pouvait me répondre à ma question. En partie, on doit décider au sein des collectivités. La personne qui a travaillé à ces choses, c'est Colestus Juma, professeur de développement à Harvard, a un nouveau livre sur la biodiversité. Il a fait un travail magnifique sur la diversité alimentaire et la collectivité
collectivités locales et les plantes indigènes. Je recommande son travail. Docteur de Montagny, question en ce qui concerne les donateurs qui font pression et mes trucs mutuels. Je dois voir que vous aimez ces idées. Je suis heureux de vous voir. Coordination des donateurs, vous savez, vous avez probablement vu l'examen récent des efforts de coordination des donateurs. C'était l'entente de Paris à Cairo qui a été revue pour la réunion à Busan le mois de novembre. Et je pense qu'il y avait seulement un des critères que les donateurs avaient réussi à atteindre chez les objectifs qui s'étaient fixés, et c'est-à-dire un meilleur dialogue entre eux. Ce n'est pas encourageant. J'ai passé du temps à FAO, mais mes conversations que j'ai eues, je suis un peu positive parce que nous sommes soumis à des pressions et à certains égards, plus il y a de pression, surtout l'OMC, des pressions financières, ils ne peuvent faire cavalier seuls, et c'est à nous dans cette salle et vous de continuer de faire pression afin de dire que ce volet multisectoriel, on ne peut le laisser de côté. En partie, c'est ce qu'on a demandé, mais ce n'est pas l'objectif premier pour le comité de la santé. Mais je vous donne une petite anecdote. À partir du lancement de ce rapport, au mois de septembre, il y a plusieurs personnes de panel qui viennent du monde de l'agriculture et un ou deux du monde de la santé. Et les gens de l'agriculture m'ont dit, nous croyons que la collectivité agricole est prête à travailler main dans la main de façon sérieuse. Nous sommes prêts pendant bien longtemps. Nous percevons que la collectivité de la santé n'est pas prête. Je n'y avais jamais réfléchi parce que, mais j'y ai réfléchi. Mais je pense qu'ils avaient raison. Alors j'insiste au sein de la collectivité de la santé pour qu'ils travaillent ensemble et peut-être que les contraintes budgétaires à l'OMC les aideront à forcer la situation. Les enfants, le rôle des enfants, la prévention des maladies non transmissibles. J'ai parlé aux communautés traditionnelles, santé maternelle. Les enfants, ce sont ces entreprises qui ont reçu le financement et le partenariat. Je crois que nous avons l'occasion de se partager le territoire. On ne peut pas dire, bon, alors ma maladie est plus importante que la vôtre. C'est ce qui semble se produire dans ce monde de santé mondiale. Étant donné les origines en matière de développement, l'importance de la transmission biologique des risques dont j'ai décrit plus tôt, je crois que les enfants et les filles à l'adolescence et les jeunes mères peuvent être essentiels à toute cette question sur la maladie non transmissible. Les gens se préoccupent pas outre mesure des gens âgés de 40 ou de 50 ans. Ben moi, je m'en préoccupe, mais vous savez, dans la collectivité de donateurs, c'est trop difficile de faire en sorte que les gens se préoccupent des gens qui font du diabète, qui sont dans la quarantaine ou cinquantaine et qui passent tout le revenu de la famille à gérer le diabète. C'est une tragédie, mais c'est pas ça qui va attirer l'argent des donateurs. Ce qui va attirer cet argent, c'est de donner le lien entre la santé et les soins maternels. Et Natacha, la taxe pour les taxes pour les gros. Alors, je pense qu'il faut regarder ce que c'est que vous voulez changer, déterminer, vous voulez changer le comportement des consommateurs, mais vous voulez changer la valeur nutritive de produits que les consommateurs vont choisir. C'est pas un problème simple. Si vous appliquez cette taxe sur le gras, matière grasse, vous allez changer le prix de la boisson gazeuse d'un 15e. C'est très petit, ça ne changera pas le montant qui est consommé. Mais si vous changez les ingrédients et que vous taxez certains intrants, à ce moment-là, ça peut changer la formulation et ça peut changer la valeur nutritive. On pourrait en parler bien longuement, mais c'est trop simpliste cette approche de cette taxe. Et pour l'IN et donc
sirop de maïs à fructose élevée. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais il faut surveiller les politiques en nutrition, politique agricole et les conséquences sur la santé. J'essaie d'indiquer le lien qui existe pour en arriver à un niveau précis, avec une période précise, un pays précis. On peut montrer le lien. Il y a des effets différents et on peut attribuer ceci à l'augmentation des prix des aliments. Il faut que ce soit très précis. Il y a un certain travail qui se fait dans ce domaine. Et les OMG, je n'en parle pas. Oui, on l'a fait. On a respecté les 5 minutes. Je ne sais pas comment vous avez fait pour répondre à toutes ces questions en 5 minutes. Je vous félicite. J'aimerais remercier d'abord dans nos cas, c'est son équipe, l'équipe qui a préparé la salle, l'équipe les traducteurs, service d'interprétation, merci beaucoup, ainsi que nos participants, l'équipe vidéo-audio qui nous ont offert de bons services pour que tout se passe en douceur. Il y a aussi l'équipe de communication du CRDI qui ont préparé le tout. Nous devons les féliciter. Enfin, dans l'esprit des 3 messages clés à rapporter à la maison que je retiens de votre présentation et le nombre d'interventions de qualité que nous avons entendues, il existe des outils pour aider à améliorer l'état de santé relativement aux maladies non transmissibles, la nutrition et l'agriculture, que ce soit la chaîne de valeur, la métrique, le partenariat, la nouvelle politique, tous ces domaines, dans tous ces domaines, nous pouvons et nous devons poser des gestes. Ensuite, ça se fera par le biais de meilleure coordination entre les différents intervenants et enfin, en tenant compte des objectifs en matière de recherche. Rachel a parlé des liens entre la nutrition, l'agriculture et la santé, les tendances en matière de consommation et se rapporte à la politique sur la qualité ainsi que la production même des aliments pour assurer une meilleure santé. Les outils, la coordination et la recherche. Et je travaille dans une organisation où cela se fait, heureusement, à une échelle qui est à l'échelle de l'organisation, que ce soit par le truchement du programme de prévention des maladies non transmissibles que Michael et Greg Allen dirigent, ou le travail du programme de Dominique Charon, la sécurité alimentaire. Il y a coordination à l'interne et également des progrès où on travaille à l'extérieur de l'organisation par le biais de différents mécanismes. Cela étant dit, maintenant, je tiens à vous remercier sincèrement, Rachel. Merci d'être venue. Si vous ne savez pas, Rachel est venue hier directement du Ghana pour parler à l'ACDI et ce matin elle est avec nous et son cheminement n'est pas terminé, son voyage n'est pas terminé. Je vous remercie beaucoup. Votre allocution a été fort intéressante. Le nom du rapport, c'est Bringing Agriculture to the Table, How Agriculture and Food Policy can Play a Role in Preventing Chronic Diseases. Laissez vos cartes, prenez-en des copies à l'arrière ou téléchargez en forme PDF sur le site web de Chicago Council. Encore une fois, ce fut un plaisir de vous accueillir au CRDI. Et alors nous attendons avec impatience vos travaux dans l'avenir. Merci beaucoup.